Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et un grand merci au comité d'organisation de ce colloque Culture visuelle sous surveillance. Alors, c'est un jour important pour moi, car je souhaite ouvrir une nouvelle perspective après 20 années de pratique du métier de designer, et notamment de designer graphique et interactif. Pendant ces 20 années, j'ai eu à cœur de me demander sans cesse en quoi le design graphique peut être utile pour celles et ceux qui en ont réellement besoin. J'ai donc choisi d'aborder dans les années à venir un sujet que j'estime important, à savoir le design graphique en temps de guerre. Et pour être totalement transparent avec vous, c'est ma toute première intervention publique en tant que chercheur en devenir, et donc c'est forcément avec un peu d'appréhension que je vous présente ce travail. Donc le sujet du jour sera le design graphique de camouflage sur les théâtres de guerre contemporaine, et donc la question pour moi qui est centrale, c'est la question de la perception au travers de ça. Dans l'obscurité et à des milliers de kilomètres de toute ligne de front, des conteneurs métalliques s'ouvrent simultanément sur le territoire russe. En quelques secondes, ce sont 117 drones FPV qui s'élèvent dans le ciel, formant un ballet parfaitement orchestré, et la précision temporelle est parfaite. Chaque appareil est capable de reconnaître sa cible, de dérouler sa trajectoire et de respecter son timing. Cette synchronisation révèle une maîtrise technique impressionnante, celle de coordonner autant d'appareils, d'éviter leur collision entre eux, mais aussi de faire que leur système algorithmique soit capable de reconnaître leur cible tout en préservant l'effet de surprise. Ces images révèlent une forme d'intimité technique d'une attaque en cours. L'image principale que l'on voit à l'écran affiche l'interface de retour vidéo d'un drone FPV pour First Person View, vue à la première personne, et ce sont des drones civils donc, mais qui une fois utilisés à des fins militaires seront rangés dans la catégorie des UAV, pour Unmanned Aerial Vehicle, autrement dit des véhicules autonomes sans passagers ni pilote. Cette intimité technique nous met à la place donc du pilote à distance, du pilote de drone qui lui est resté en Ukraine, à des milliers de kilomètres du lieu de l'attaque. Concentré, il dispose d'un écran de retour ou de lunettes FPV, selon, et son corps est engagé avec finesse sur la manette, son visage est concentré, le pilote parle et agit calmement. De retour sur la vision FPV, l'image est authentifiée en haut à gauche par le logo du Służba Bezpieki Ukrainy, le SBU. Autrement dit, c'est le service de sécurité ukrainien, un peu l'équivalent du FSB russe ou de la DGSI française. La géométrie de l'image trahit la position du pilote distant. L'inclinaison avant est marquée, altitude de 86 mètres, vitesse de 7,5 mètres par seconde, soit 27 km/h, qui est une cadence d'approche relativement mesurée pour atteindre l'objectif. L'interface HUD, Head-Up Display, affichage tête haute en français, présente une simplicité graphique remarquable. On voit les repères d'assiette qui graduent la descente, moins 10, moins 20, moins 30 degrés, et la ligne d'horizon, quant à elle, est verte et sert de calibre au pilote. Le chevron rouge inversé de la trajectoire indique la trajectoire de visée, tandis que l'indicateur post-hold sur la droite confirme que le contact GPS, lui, est toujours actif. Ici, on voit l'affichage de la batterie. 20,30 volts, c'est une tension normale pour une batterie de drone. Mais on remarque qu'elle consomme 54,4 ampères, ce qui relève une intensité énergétique très forte et confirme la phase d'attaque dans laquelle le drone se situe. Le terme GPS 3D fixe, quant à lui, garantit que la géolocalisation tridimensionnelle fonctionne, qui est un élément essentiel évidemment pour la navigation en territoire hostile. Par contre, une petite alerte du sigle rouge EKF signale un problème avec le filtre de Kalman étendu. Ce système aide le drone à se repérer dans l'espace en combinant les informations du GPS, du gyroscope ou encore de l'accéléromètre. Quand ce filtre dérive, cela veut dire que les capteurs donnent des données qui sont fausses ou perturbées. Cela est apparemment dû au brouillage mis en place autour de la base aérienne attaquée, et le drone ne sait plus exactement où il en est, et le pilote, lui, doit reprendre le contrôle et piloter à vue, uniquement grâce à la vidéo en direct, sans se fier uniquement aux instruments. Enfin, au deuxième plan à gauche de l'écran, nous pouvons voir de la fumée dense et noire qui confirme la présence des frappes précédentes. Cette information transforme l'interface graphique relativement neutre du drone en témoin de destruction du réel. Le paysage rural, visible des champs, des routes, des bâtiments dispersés, situe l'action loin des lignes de front traditionnelles. Cela illustre aussi la profondeur de pénétration de cette nouvelle forme de guerre avec des drones. Alors cette opération s'est déroulée le 2 juin 2025 sur la base d'Olenia, en Russie, à 1900 km des frontières ukrainiennes. Les premiers impacts ont résonné sur les fuselages des bombardiers Tu-95, ce sont des géants de métal, et qui sont des vestiges de la guerre froide, mais qui sont toujours en opération.
Ces avions sont soudainement devenus vulnérables grâce au drone OSA, qui signifie guêpe en français, de quelques kilogrammes. La disproportion est saisissante, des dizaines de millions de dollars d'équipements militaires stratégiques neutralisés par une technologie accessible au grand public pour quelques centaines de dollars. Une stratégie dont l'armée ukrainienne a fait sienne depuis le début de la guerre avec la Russie. Alors cette attaque porte le nom de code Spiderweb et elle a eu en même temps que d'autres attaques sur différentes bases comme celle de Belaya. Vous l'aurez compris, l'introduction de dizaines de drones sur le territoire ennemi nécessite une logistique complexe, comme notamment l'identification des routes de transport, la sélection des véhicules servant à camoufler leur contenu et la coordination des équipes sur le terrain. Les services de renseignement ukrainiens ont ainsi dû cartographier minutieusement les défenses russes, identifier les angles morts de leur système de surveillance et analyser les flux de circulation routière pour pouvoir simuler. La technique de dont je coupe le son, a été révélée dans les heures qui ont suivi l'action par des vidéos amateurs de citoyens russes présents à ce moment-là. Ici, dans cette deuxième vidéo, le point de vue change. Il est situé dans la main depuis un smartphone à hauteur d'homme et on ressent la volonté de suivre le drone de façon improvisée et de comprendre ce qu'il se passe, où il va, qu'est-ce que cette scène est en train de se dérouler sous nos yeux. Peu de temps après la diffusion de cette vidéo, les services de renseignement ukrainiens publient ces images. Ce sont des camions transportant des modules de bureaux préfabriqués, comme on peut en trouver sur des sites en chantier, et ils étaient en fait équipés de panneaux solaires qui alimentaient directement les drones, et ces drones étaient cachés sous le toit des panneaux solaires. Ces camions, véhicules de transport civil, étaient ainsi dotés de sources d'énergie renouvelables et formaient alors un décor parfaitement normal. Un décor quelque part qui interroge l'efficacité des systèmes de surveillance russes face à une menace mimant parfaitement l'activité économique du pays, qui semble lui imperturbable malgré la guerre. Alors cette opération de grande envergure a été largement médiatisée de nombreuses manières et s'inscrit dans une transformation profonde des conflits contemporains où les technologies civiles deviennent un multiplicateur de forces stratégiques. L'Ukraine, confrontée à un adversaire disposant d'une supériorité matérielle écrasante, a développé, et continue de le faire, une approche asymétrique, sophistiquée, autant dans ses formes de riposte, comme avec les drones FPV, que dans ses nouvelles techniques de camouflage faisant face à la surveillance venue de Russie. Spiderweb a été préparé il y a plus d'1 an et demi, avec au cœur une question déterminante pour son succès: comment camoufler plusieurs dizaines de drones kamikazes à des milliers de kilomètres de toute frontière sans éveiller les soupçons? Cette question révèle les limites des systèmes de surveillance contemporaines face à une menace distribuée et mimétique. Pour moi, la réponse réside dans une stratégie graphique simple, le camouflage par l'apparence de la banalité. Alors, sans vouloir détailler l'entièreté de l'étymologie du mot camouflage, il faut retenir globalement qu'il embrasse différents verbes d'action, comme déguiser ou se déguiser, soustraire, tricher, tromper. Et il y a un autre terme que je trouve intéressant, c'est le terme de camoufler, se terminant par ET, qui fait aussi écho à cet usage attesté de XVIe siècle en France et consistant à souffler avec un cornet de papier allumé de la fumée au nez d'un dormeur. Une définition qui semble anodine en apparence, mais elle trouvera toute son importance sur le contexte de la guerre face aux drones, mais nous y reviendrons à la fin de cette présentation. Les formes de design des camouflages évoluent, mais les objectifs restent les mêmes, à savoir se confondre aux yeux des humains, puis petit à petit à ceux des machines. Et en une centaine d'années, on est passé de ça, à savoir des camouflages végétaux improvisés, comme ici lors de la bataille des Dardanelles en 1914, à ça, au camouflage adhésif réversible, les fameux Camtac, qui remplacent l'ancien bariolage régionalisé de l'armée française, comme on peut le constater ici sur son véhicule Griffon. Et en moins d'une année, nous avons vu des évolutions encore plus rapides, comme ici avec ce camouflage improvisé sur un char T-90M ProRiv avec des filets de chaîne anti-drone, avec du camouflage synthétique aussi installé par-dessus, et aussi du camouflage en tissu sur les flancs de la machine. À ceci, avec des véhicules que nous découvrons chaque jour, des voitures de tourisme soviétiques qui sont modifiées pour un usage en zone de guerre, avec une serre agricole tubulaire soudée et recouverte de filets anti-drone. On remarque aussi l'application grossière d'un camouflage de fortune qui est peint sur le véhicule pour une discrétion improvisée. Alors ce qui fait évoluer le camouflage, c'est la nature de l'œil qui observe. Ici, cette capture d'écran de l'enregistrement d'un drone ukrainien, kamikaze, nous rappelle que l'œil qui voit est le même que celui qui attaque, que cet œil se déplace presque sans aucune contrainte physique
et plus encore, il ne dépend même plus parfois de l'œil humain et d'une décision humaine, mais tout simplement d'une intelligence artificielle pour décider d'agir. En effet, nous sommes passés du regard humain comme simple observateur aux révolutions de l'optique avec ses outils pour voir l'invisible, comme avec les capteurs infrarouges ou thermiques, et évidemment, on en découlait bon nombre de contre-mesures de camouflage, comme par exemple des textiles à réduction thermique pour s'effacer face à ce type de surveillance. Mais ces dernières années, l'invention des dispositifs de reconnaissance et de surveillance algorithmique dans les logiciels embarqués, comme par les drones FPV, remettent en question les techniques de camouflage sur les champs de bataille. Alors en découlent de nombreuses questions. La première, c'est que si les drones FPV peuvent pénétrer aussi profondément en territoire ennemi, quelle ampleur doit-on donner aux stratégies de camouflage traditionnelles? Est-ce qu'il faut tout réinventer? Par exemple, pendant cette opération, les dirigeants de l'armée ukrainienne ont été surpris de trouver des pneus posés sur les avions, ainsi que des silhouettes d'avions qui étaient peintes au sol. Ce sont des techniques qui étaient censées tromper les drones, mais qui ont échoué, faute d'avoir pu les essayer en situation réelle. Une autre question aussi est la suivante, à savoir faut-il pouvoir camoufler l'entièreté des structures sensibles d'un pays au risque de les survisibiliser? Lors de l'opération Spiderweb, les IA des drones ont été entraînés à identifier visuellement certains bombardiers russes, et ce grâce à des images provenant directement du musée de l'aviation stratégique de Poltava, qui se trouve en Ukraine. Ce musée expose notamment des modèles de Tu-95 et de Tu-22M3, des avions provenant de la guerre froide et encore employés par l'armée russe dans cette guerre. Sur ce point, un autre exemple intéressant vient illustrer cette question. Il est issu du travail de l'artiste Mishka Henner, que l'on peut voir au Metropolitan Museum of Art à New York, et qui répertorie certaines images satellitaires éditées par Google Earth. Ces images présentent des vues aériennes de zones néerlandaises jugées sensibles et qui ont été floutées par les autorités grâce à des mosaïques colorées. Cette collection nous présente donc une forme de camouflage graphique qui révèle finalement l'importance d'un lieu hautement stratégique, souvent militaire, grâce à sa forme très expressive, très colorée et bien tranchée. Alors finalement, comment camoufler sans mettre en avant, sans dévoiler, sans révéler? De ce fait, faut-il aussi créer des systèmes graphiques de faux positifs, comme ce que suggèrent les autorités russes suite à l'opération Spiderweb, à savoir faire bâtir des milliers de hangars pour ces bombardiers, des hangars dont une grande partie serait vide et seraient tout simplement des leurres qui seraient construits uniquement pour attirer l'œil et tromper l'ennemi. Cette idée n'est pas sans rappeler les différentes opérations de déception comme l'opération Fortitude réalisée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale et qui consistait à créer des menaces fantômes, autant avec des chars gonflables, comme on voit sur cette image, ou des informations fictives, des déplacements inutiles, ainsi que des avions et des embarcations en bois présentes dans les ports, comme on le voit ici dans le sud-est de l'Angleterre en 1944. Enfin, si je fais de cette opération ukrainienne un cas d'étude qui résonne avec l'histoire, c'est pour entreprendre une analyse des nouvelles formes de guerre, où les innovations du design graphique, parfois surprenantes, essayent de compenser les faiblesses matérielles. Cela nous guide directement, vous l'aurez compris, vers la question de la créativité, celle du design graphique opérationnel, comme nouvelle forme d'obfuscation visuelle, numérique et algorithmique. Alors pour débuter l'analyse de ces questions, je souhaite tout simplement tisser un lien entre David Galula, 1919-1967, qui était un officier dans l'armée française, afin de le mettre face aux figures clés du Bauhaus, grande école de design dans les années 1920, à savoir notamment Laszlo Moholy-Nagy, Joseph Albers et Paul Klee, grands théoriciens du design. Tombés dans l'oubli, les travaux de Galula ont été redécouverts et enseignés à partir de 2005 par l'armée américaine lors de la guerre en Irak, puisqu'ils portaient sur les techniques de contre-insurrection et notamment sur l'asymétrie de tactique et de moyens dans la guerre. Dans son ouvrage, il précise que, je cite, dans toute guerre révolutionnaire, il existe une asymétrie entre deux camps. Cette asymétrie résulte de la nature même de la guerre et du décalage de puissance entre les opposants au départ et de la différence de nature entre leurs forces et leurs faiblesses respectives. Cette asymétrie de moyens et de technologie et de perspective résonne directement avec une des grandes théories du design graphique employée par le Bauhaus, à savoir la théorie de la Gestalt développée par le psychologue Max Wertheimer. Ce que la théorie de la Gestalt nous propose, c'est que la perception humaine organise spontanément tous les éléments visuels en forme globale, cohérente, à savoir les Gestalten, selon différentes lois, comme par exemple la loi de la bonne forme, la Prägnanz, la loi de la proximité, de la similarité, de la continuité, de la clôture, de la symétrie, j'en passe. Sur cette affiche dessinée par le graphiste suisse, en voici un exemple.
Le graphiste suisse s'appelle Martin Dittelm et en 1982, il réalise cette très belle affiche et notre regard interprète cette régularité des points comme une infrastructure humaine. La symétrie, la loi de la prégnance et d'autres principes de perception sont autant de marqueurs graphiques qui nous permettent de percevoir cette forme et de comprendre l'image de cette affiche. Et c'est exactement le même processus qu'on le retrouve dans les stratégies de surveillance et de camouflage sur les théâtres de guerre, comme ici, avec cette régularité de dispositifs indéterminés. On ne sait toujours pas si ce sont des équipements agricoles ou de guerre électronique que l'on retrouve ici en Ukraine, mais dont nous avons la certitude qu'ils ont été installés à dessein par une présence humaine, qu'elle soit ouvrière ou militaire. Ainsi, lorsque la théorie de la Gestalt nous rappelle que le tout est autre que la somme de ses parties, Galula, lui, nous rappelle que dans une guerre asymétrique, la victoire ne dépend pas de la supériorité des moyens, mais de la manière dont ceux-ci sont perçus, combinés et intégrés dans une stratégie globale. Alors sur les terrains en guerre, se soustraire visuellement au regard pour se défendre ou pour créer un avantage de terrain dépend de la manière dont les civils ou les militaires mettent en place les conditions visuelles de symétrie et d'asymétrie. Même si ce n'est pas formulé en ces termes, ces conditions de visibilité reposent donc sur des enjeux forts de design graphique. Alors ces enjeux, justement, se situent pour commencer dans la perception figure-fond. C'est un principe central en psychologie de la Gestalt et en linguistique cognitive. Il désigne la capacité à distinguer une figure perçue comme un élément, ou contour net, d'un fond plus flou et un peu indéfini. Toute perception visuelle et toute représentation mentale repose sur cette organisation entre avant-plan et arrière-plan. En 1950, la psychologue Eleanor J. Gibson a étudié également le comportement et le développement de cette capacité chez l'enfant en s'intéressant à l'âge auquel le cerveau commence à percevoir les formes, l'espace et la profondeur. Avec son mari, James J. Gibson, elle a montré que la mobilité, le fait de se déplacer activement, joue un rôle clé dans l'apprentissage perceptif de l'enfant. Le mouvement permet donc à l'enfant d'extraire des irrégularités et des régularités visuelles et de différencier progressivement la figure du fond et de sa forme. Et 70 ans plus tard, on retrouve sur les théâtres de guerre exactement ce type de procédé et d'apprentissage sur les drones guidés par intelligence artificielle et qui, comme des enfants, apprennent de leur environnement en le scannant lors de leur déplacement. Un autre enjeu de design graphique que l'on peut définir au sujet du camouflage se situe dans la loi de la bonne forme, avec par exemple ces capes thermiques russes à droite et ukrainiennes à gauche. La loi de la bonne forme nous rappelle qu'un ensemble de parties informes, comme par exemple des groupements aléatoires de couleurs, tend à être perçu d'abord et automatiquement comme une forme globale, connue, en l'occurrence une silhouette. Pour étendre les lois de la Gestalt, on peut aussi explorer les phénomènes comme la pareidolie, qui nous fait percevoir des visages ou des silhouettes dans des motifs abstraits, ou encore le fait que notre cerveau active notamment la zone EBA, pour air extrastrié en français dans notre cerveau, qui est une zone spécialisée dans la détection des corps humains, même en silhouette, en ombre ou partiellement visible. Ces mécanismes cognitifs peuvent être exploités ou déjoués par le camouflage afin de tromper la perception humaine ou celle des systèmes de vision algorithmiques sur lesquels ils se basent. Alors surprenamment, on retrouve aussi la loi de la continuité lors du spoofing d'un GPS d'un drone par exemple. Alors la technique du spoofing consiste à émettre un signal GPS falsifié, comme celui qu'on voit sur cette image, tromper le récepteur du drone, qui tout à coup se met à suivre donc une trajectoire qui est cohérente pour lui, mais qui sera fausse et qui se trouvera donc guidée par des coordonnées fabriquées vers une toute autre destination. Comme on le voit un peu mieux sur ce schéma, au départ les deux signaux coexistent, le signal du GPS, qui est parfois un peu faible, un peu maladroit et un peu irrégulier, et progressivement, le signal spoofé, lui, est plus puissant, plus régulier, et il arrive par-dessus en même temps, et tout à coup, c'est ce faux signal qui prendra le dessus et détournera la trajectoire du drone de par sa régularité. Ainsi, dans le vocabulaire militaire, on emploie des mots notamment comme briser les lignes, comme ici avec ce camouflage tarian, un camouflage en tissu qui est installé sur un char FV-103 Spartan de l'armée britannique. On emploie aussi le mot de casser les silhouettes, comme on le voit ici avec les ghillie suits inventés par les gardes-chasse écossais au XIXe siècle et qui sont toujours utilisés par de nombreuses armées dans le monde. On emploie aussi le mot de faire de la déception visuelle, comme ici avec ce MiG-31 gonflable créé par l'armée russe.
Ou encore, on emploie le terme de créer des faux positifs, comme avec ce Trojan NetBus, un Trojan des années 90 créé par Carl Friedrich Neikter, un cheval de Troie donc, et dont l'objectif est de prendre le contrôle d'ordinateur à distance, tout en créant ces fameux faux positifs qui sont en réalité de fausses alertes régulières auprès des antivirus, afin de faire baisser leur vigilance, ainsi que celle des administrateurs réseau. Et également, l'armée française, fort de ses traditions acronymiques, utilise quant à elle le terme de FOMECBLOT, autrement dit fond, forme, ombre, mouvement, éclat, couleur, bruit, lumière, odeur, trace, tout simplement pour que les soldats puissent se rappeler à chaque instant de tous les spectres qu'ils doivent couvrir pour se camoufler. Alors ainsi, depuis la Seconde Guerre mondiale, le camouflage est passé d'un art intuitif, artistique, à une approche scientifique basée sur la vision humaine. Il n'a cessé de se théoriser, de se rationaliser, et depuis les années 90, il s'est même algorithmisé, avec des acteurs comme Guy Kramer, qui est un des premiers à avoir intégré des motifs de fractales mathématiques, jusqu'à collaborer avec différentes armées comme l'armée canadienne, où il a pu développer le CATPAT, le Canadian Disruptive Pattern, puis aux États-Unis avec le MARPAT, le Marine Pattern que l'on voit ici. Aujourd'hui, Guy Kramer et son équipe développent des systèmes de camouflage lenticulaires, visibles depuis les sols ou les airs, et leur principe est simple, ne plus laisser apparaître de forme, en exploitant la diffraction de la lumière. Si toutes les formes deviennent informes, l'ensemble ainsi camouflé échappe à la possibilité d'informer. On entre alors dans une stratégie de déformation totale, où l'objectif n'est plus simplement et uniquement de se fondre dans le décor, mais de ne surtout rien transmettre. Plus de forme donc, plus d'information, et l'informe laisse donc sa place au silence. Alors pour conclure, je voulais vous partager ces données, compilées par l'ancien capitaine de commando marine Louis Saillant, issues d'une analyse de plus de 5000 vidéos de drones sur le conflit russo-ukrainien. Le tableau ci-dessous en résume les enseignements principaux, et on y observe que la forme qui survit, donc la forme humaine qui survit, est souvent celle qui s'efface ou se dissout. Dans les forêts, derrière les murs, et les pourcentages de survie augmentent encore plus, notamment de 30%, lorsque le sujet est dissimulé au cœur de la fumée. Comme dans le camouflet du XVIe siècle dont je vous parlais plus tôt, ce n'est pas la solidité de la forme qui la protège, mais sa capacité à se fondre, se déformer ou disparaître dans quelque chose de plus grand. Alors comment faire converger l'ensemble des approches et théories du design graphique pour faire face à l'ensemble des menaces liées aux drones et à leur vision sur les terrains de guerre, tout en intégrant les initiatives spontanées, improvisées, marginales et souvent naïves ou maladroites? On le constate régulièrement avec énormément de stratégies civiles improvisées pour le meilleur et pour le pire. Une des pistes à observer, ce sera, je pense, le changement de point de vue, comme l'illustre cette citation de Jean-Paul Sartre dans Le Mur en 1939, je cite: Les hommes, il faut les observer d'en haut. Ils soignent leur apparence de face, parfois même de dos, mais tout est pensé pour un regard situé à 1,70 m. Qui n'a jamais pris le temps d'imaginer ce que donne un chapeau melon vu du 6e étage? Ils oublient de mettre en valeur leurs épaules ou le sommet de leur tête avec des couleurs vives ou des tissus voyants. Ils ignorent comment affronter leur pire ennemi, la vue en plongée. Alors oui, changer de point de vue est nécessaire. Et ici, dans cette photographie, on observe donc un véhicule civil ancien, transformé en engin semi-militaire, recouvert de filets de camouflage grillagés sur toutes ses faces et peint de taches irrégulières et maladroites en vert brun. Il est protégé non pas par l'épaisseur de son blindage, mais par une compréhension intuitive et presque incantatoire de ces menaces venues du ciel. Ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est qu'elle traduit le changement de point de vue de la guerre, mais aussi celui de la surveillance, de la reconnaissance par drone, de la création algorithmique des camouflages, et me permet aussi de comprendre et d'analyser le point de vue des civils, des citoyens ingénieux, au sens ingenium de ceux qui créent les armes, des personnes placées dans ces situations d'urgence et qui agissent pour leur vie et leur survie. Alors pour clore cette présentation, je vous laisse avec cette toute dernière image, cette toute dernière vidéo apparue il y a quelques jours à peine, suite au bombardement israélien sur l'Iran. On y voit une femme, souriante et surprise, tenant une grande marmite au-dessus de sa tête, présentant son système de protection et de camouflage sur un arrière-plan bombardé en plein chaos, dans ce qui semble être les suites d'une frappe aérienne. Ce geste à la fois dérisoire et vital dit tout de l'improvisation forcée, de la créativité dramatique et de la résilience créative des civils pris dans la guerre. Ce type de scène nous rappelle l'urgence de mener à bien un système et un travail de recherche au travers d'une ethnographie des stratégies de camouflage graphique citoyen,
de documenter ces gestes quotidiens par lesquels les individus détournent, protègent, transforment et camouflent leur corps, leurs objets ou leurs trajets pour survivre. C'est là que se joue une guerre des formes, où le design graphique devient une réponse directe à une violence systématiquement venue du ciel et de plus en plus guidée par des algorithmes et des intelligences artificielles. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour vos questions.